Eh bien, nous accueillons maintenant Jean-François Bourrier, notre parrain, celui grâce à qui tout cela est possible et qui va vous surprendre. Merci Jean-François. Merci Hugo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour moi aussi, c'est toujours un plaisir de venir ici parce qu'on est très bien accueillis. On a un amoureux du gouffre. Et j'ai trouvé aussi, moi je suis amoureux des canyons et du gouffre, j'ai trouvé un pendant. Et puis on a aussi un public qui est toujours fidèle. Donc pour nous, c'est toujours très intéressant. Et quand Hugo m'a demandé de faire une présentation pour aujourd'hui, il m'a obligé de sortir un petit peu de ma zone de confort, parce que je suis géologue, je suis comme Hervé. Hein. Et il m'a demandé de parler de la protection des océans. Donc je vais vous aborder les points sur les aires marines protégées, savoir si c'est une réalité ou si c'est un effet d'annonce. Alors malheureusement, je parlerai très peu du gouffre, mais il y a quand même quelques points qui concernent le gouffre de Cap-Breton. Voilà, donc les aires marines protégées, réalité ou effet d'annonce. On va situer un petit peu le problème. Et puis après, je vous montrerai qu'il y a des chiffres qui sont très flatteurs, mais que le bilan, quand on gratte un peu, il est pas aussi, il est mitigé. Et ça sera illustré avec le cas de Zifia. Je vous présenterai Zifia. Avec aussi derrière tout ça les aspects juridiques qui sont très complexes dans le domaine maritime, avant de conclure. Mais juste avant de passer sur les aires marines protégées, je voudrais rappeler et partager avec vous un bilan qui est fait par l'IPBES. Alors vous ne connaissez peut-être pas, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, c'est-à-dire tout ce que la nature apporte comme service aux humains. Ce sont des experts qui travaillent comme le GIEC à partir de données bibliographiques et qui font des constats et qui tirent des conclusions à travers des différents scénarios. Alors, parmi le constat principal, j'ai retenu 25% des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, sont en déclin. Un quart des espèces vivant sur la planète. Ça rejoint un peu le signal d'alarme de Claire Nouvian tout à l'heure. Là, les deux diagrammes, le premier, c'est sur les 500 dernières années. C'est le nombre de disparitions d'espèces par les différentes classes. Et vous voyez que depuis 200 ans, quasiment toutes les classes sont en perte d'espèces, avec la classe des amphibiens qui a une perte drastique. La figure de droite, c'est un zoom sur les 40 dernières années, où là, on estime la survie d'une espèce. Théoriquement, ça devrait être une ligne horizontale si tout se passe bien. Vous voyez que toutes les lignes sont en baisse, c'est-à-dire que toute la tendance est à une baisse, avec, pour la classe des coraux, une baisse très violente. Et on le voit, c'est le blanchiment des coraux au niveau de l'Australie, par exemple. Là, ce sont les coraux d'eau chaude, les coraux tropicaux. On parlera tout à l'heure des coraux d'eau froide. Et donc, l'IPBES fait des constats, mais aussi fait des propositions à travers des scénarios, tout un panel de propositions, qu'elles soient environnementales, économiques, politiques et sociétales. J'en ai retenu une qui nous concerne, c'est que pour eux, une des clés est d'établir des réseaux d'aires protégées, que ce soit à terre ou en mer. D'où l'intérêt de parler des aires marines protégées. Alors, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'une aire marine protégée? Alors, au sens français, c'est un espace clairement défini et géré avec des moyens efficaces afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles. C'est un petit peu fumeux, et on va le voir qu'il y a des divisions plus claires. En plus, le Code de l'environnement français détermine une quinzaine de types de catégories d'AMP, selon que ce sont des parcs nationaux, des parcs régionaux, des réserves, selon que c'est dû à des directives européennes pour la protection des oiseaux, pour la protection de l'habitat de la faune et de la flore. On a des territoires d'outre-mer qui ont des règlements propres, donc en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les terres arctiques et australes françaises. Et puis, il y a des conventions internationales qui nous obligent à avoir certains espaces protégés. Tout ça, c'est assez compliqué. Et c'est l'Office français de la biodiversité qui gère les aires marines protégées et qui s'appuie sur un document de stratégie nationale avec des chiffres qu'il faut retenir pour 2030. 30% des territoires et des mers doivent être
en aire marine protégée et 10% en protection forte. Alors, pour établir une aire marine protégée, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la proposition. On pense que telle zone doit être protégée pour telle espèce. Il y a la désignation officielle dans le journal officiel. Et après, il y a 2 étapes importantes qui sont la mise en œuvre et la gestion active. Et pour la gestion, les 2 dernières étapes, il faut qu'il y ait des outils de gouvernance qui soient mis en place. C'est-à-dire que les administrations, que les usagers, qu'ils soient professionnels ou particuliers, se réunissent et se mettent d'accord sur 2 outils. Le document d'objectifs, qui est en fait les règles du jeu de l'aire marine, quelles sont les activités autorisées, quelles sont les activités interdites, et puis surtout un comité de pilotage qui réunit tous les acteurs et qui est en général présidé par le préfet maritime. L'autre point important, c'est qu'en France, il y a 2 niveaux de protection. Le niveau dit fort, et là aussi je lis, les pressions exercées par les activités anthropiques susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont supprimées ou significativement limitées grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée. Bon, c'est compliqué. Et l'autre niveau, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de protection. Alors les chiffres sont tirés d'un rapport de l'OFB 2025, donc c'est des chiffres qui sont à peu près à jour, avec comme rappel que la ZE, la zone économique française, c'est-à-dire les eaux sur lesquelles s'exerce la souveraineté de l'État français, est le 2e espace mondial, avec un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés. Et la particularité, c'est qu'elle est quasiment exclusivement en Outre-mer. Il n'y a que 3% des eaux sous souveraineté française qui sont autour de la métropole. L'AFB a publié donc des chiffres. On est actuellement à 33% de ZE, de ces 10 millions de kilomètres carrés qui sont en aire marine protégée. C'est très satisfaisant, avec un peu moins de 600 aires marines réparties, on va le voir, diversement. Alors si on regarde une carte pour voir où est la ZE, il y a 2 ans, je vous avais présenté les enjeux des grands fonds. Je vous avais parlé de la ZE, c'est les zones en bleu. Je vous avais également parlé de l'extension possible que chaque État côtier peut faire. Ce sont les zones en violet. Il faut déposer des dossiers auprès de la commission des limites du plateau continental, qui est une commission de l'ONU. Et ce n'est pas automatique, mais on peut obtenir des zones sous-marines en plus. Donc ça, c'est la ZE française, qui recouvre quasiment tous les océans, le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'Antarctique, sauf l'océan Arctique. Et sur la même carte, j'ai reporté ici les aires marines protégées françaises, en vert clair, celles qui sont juste proposées, et en vert plus foncé, celles qui sont désignées, qui ont passé la 2e étape. Et on voit que les aires marines protégées couvrent les latitudes des plus sud jusqu'à 40 ou 50 degrés nord dans l'hémisphère nord. Et en ce qui concerne les grands fonds, elles englobent 4 des 5 principaux écosystèmes du grand fond, c'est-à-dire les marges continentales, ce qu'a présenté Hervé, les plaines abyssales, les monts sous-marins isolés et les grandes fosses océaniques. Seuls les rides océaniques ne font pas partie de la ZE française. Bon, ce n'est pas pour autant qu'on ne les étudie pas, et tout à l'heure, Marjolaine vous présentera sûrement des exemples. L'autre point important, c'est la Polynésie française. Elle est en verte. Dans tous les chiffres que je vous ai présentés et ceux que je vais vous présenter, à l'époque, elle n'était pas encore proposée. Ce n'est pas négligeable parce que la ZE de la Polynésie française, c'est 44% de la ZE française. Donc à partir du moment où toute la ZE polynésienne va passer en AMP, on va complètement éclater les chiffres. Et donc le dernier point, c'est que ces AMP distribués un peu partout font que la France doit protéger, donc c'est à la fois une chance et un devoir pour la République française, de protéger tous ces écosystèmes répartis quasiment du pôle sud jusqu'aux les latitudes nord, en passant par les tropiques et l'équateur. Alors, il y a en 2021, 3 collègues du CNRS, sous la direction de Joachim Claudet, ont fait une étude très détaillée sur la pertinence des aires marines protégées françaises. Et le premier constat qu'ils ont fait, c'est que la notion de protection, telle qu'elle est définie dans le Code de l'environnement, est mal définie. Et ils ont préféré appliquer ce que tous les autres pays appliquent, qui est celle de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, et qui fixe 4 niveaux. Un niveau plein, de protection pleine, qui est les activités extractives sont exclues.
Les activités extractives, c'est la pêche, c'est l'extraction de sable et gravier, c'est les forages pour le pétrole ou l'extraction de pétrole et de gaz, c'est les travaux pour l'installation des éoliennes ou de câbles électriques. La protection haute, c'est des activités peu impactantes sont tolérées. La protection légère, c'est des activités extractives modérées sont autorisées. Et enfin, la protection minimum, c'est des activités extractives qui sont autorisées. Une étude en 2018 a montré que seuls les niveaux pleins et hauts, c'est-à-dire les deux niveaux de protection les plus forts, étaient vraiment efficaces pour maintenir l'écosystème dans un état satisfaisant. Alors, la deuxième constatation de ces auteurs, c'est qu'effectivement, la France a plus de 30% d'aires marines protégées. Donc ça, c'est satisfaisant. Et la troisième constatation, c'est que ces AMP sont en fait très inégalement répartis. Vous avez ici sur le diagramme tous les bassins océaniques où la ZE française est représentée, avec les degrés, les niveaux de protection en rose. Et plus c'est rose, plus la protection est forte. Alors on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de bassins où le taux de couverture des aires marines est très fort, comme la Nouvelle-Calédonie, les terres australes et antarctiques françaises, Mayotte, Antilles. Et puis de l'autre côté, il y a des bassins entiers où la couverture en aires marines protégées est quasiment nulle. Saint-Pierre-et-Miquelon, Clipperton, Wallis-Futuna, la Polynésie, en 2021, ce n'était pas encore, la Polynésie française, la Guyane et la Réunion. Ils ont également travaillé sur la répartition des niveaux de protection, en disant où sont et combien il y a de zones vraiment protégées, avec une protection forte. Et on s'aperçoit qu'il y a simplement 1,6% de la ZE qui est protégée au niveau fort. Et que cette répartition, elle est elle aussi hétérogène. En métropole, ce n'est que 0,5%. Or, la métropole, les eaux de la métropole sont les eaux où la pression anthropique, le trafic maritime, la pêche, les usages récréatifs sont les plus importants et où la connaissance scientifique, on parlait de connaissance scientifique, la connaissance scientifique, alors je ne vais pas dire que c'est la plus connue, mais c'est les moins mal connues. Et donc là, il y a un vrai paradoxe. Est-ce que c'est une timidité de certaines administrations? Mais en tous les cas, là où on devrait avoir des aires marines protégées fortes, on a quasiment un taux nul. Et puis si on descend bassin par bassin, on s'aperçoit que les aires marines protégées fortes sont essentiellement dans le sud de l'océan Indien, les îles Kerguelen, Crozet, puis l'archipel de Saint-Paul et Amsterdam. Ce qui veut dire qu'elles ont été placées là où il n'y a pas grand monde, où il n'y a pas tellement moyen de faire des vérifications. C'est en tous les cas ce que disent les auteurs. Ce qu'il faut retenir de leur papier, c'est qu'ils font deux recommandations. Un, appliquer des critères internationaux pour le niveau de protection, histoire qu'on puisse partager. Et vous verrez à la fin qu'au niveau international, c'est important, parce que les poissons ne connaissent pas les frontières, donc vont passer d'un bassin océanique à un autre, ou d'une aire marine protégée à une autre. Et deux, de raisonner par bassin océanique. Un chiffre global ne signifie rien du tout, parce qu'on verra des zones entières qui ne seront pas protégées. Alors, un petit zoom sur la métropole, où le taux de couverture il est très bon. En Méditerranée, c'est 60%. Il y a une grande aire marine protégée qui s'appelle Pélagos, qui est commune avec Monaco et l'Italie, et qui est un sanctuaire pour les mammifères marins. Mais le niveau de protection forte en Méditerranée est de 0,1%. En Atlantique, sur l'autre façade, Atlantique, Manche et Mer du Nord, la couverture est de 40%. Il y a deux grandes aires marines protégées, qui s'appellent Mer Celtique et Talus Golfe de Gascogne, qui sont représentées, elle est représentée en vert clair, donc il y en a une des deux, alors elles se chevauchent, donc on ne peut pas les compter deux fois, elles se chevauchent, et une des deux est juste proposée. Et en Atlantique, il n'y a que 0,01%, donc rien du tout. Alors vous me direz, Canyon de Cap-Breton, qu'en est-il ? Alors, dans les années 2000, il y avait un projet commun franco-espagnol de faire une aire marine protégée, Pays Basque et Canyon de Cap-Breton. Ce projet est à l'eau. J'ai contacté l'OFB pour avoir un peu des nouvelles. Par contre, les deux pays ont chacun de leur côté un projet d'aire marine protégée. La France, l'OFB pour côté la tête de canyon, les 30 premiers kilomètres, et l'Espagne, le reste du canyon. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'OFB
bouge. L'OFB vient de passer un marché pour faire la cartographie des habitats d'une partie du canyon de Cap-Breton. Ça sera fait par la société Abyssa, qui est présente à Anglette. Et théoriquement, les résultats vont paraître en 2026. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de gens qui interviennent sur le canyon, qui sont présents dans la salle, qui sont invités au comité de pilotage de ce travail. Il y a entre autres Nicolas des plongeurs, il y a Hervé, moi j'y suis aussi, donc on va essayer de peser fort pour que ça avance et qu'au-delà de ces travaux de cartographie, l'aire marine soit proposée et soit opérationnelle. Alors l'OFB est quand même consciente qu'il y a des problèmes sur le côté opérationnel. Donc ils ont lancé un grand nombre de projets. Je ne vais parler que d'un seul projet qui s'appelle MARA, qui est un projet soutenu par l'Union européenne qui s'étale sur 8 ans. Il se termine l'année prochaine. Donc le but de MARA, c'est de restaurer les écosystèmes côtiers de métropole. Alors vous avez vu là, je ne vais pas détailler, mais sur les 9 écosystèmes, il n'y en a qu'un seul qui est en position favorable. Il y en a 7 qui sont plutôt défavorables. Et il y en a un qui est jugé méconnu. L'habitat qui est méconnu, il s'appelle structure liée aux sorties de gaz. Et Hervé vous a présenté que c'était le cas sur la rive droite du canyon de Cap-Breton. Et dans un travail qu'on avait fait, un travail de recherche amont avec Total, qu'on a commencé en 2015, on a découvert des sorties de fluides, plus de 2000 sorties de fluides sur le rebord du plateau landais. Donc c'est ces deux zones, le rebord du plateau landais et la rive droite du canyon de Cap-Breton, qui est susceptible d'accueillir des structures particulières, parce que vous savez que le plateau landais, c'est surtout du sable. Et avec les sorties de fluides et les carbonates qui sont générés, on a des roches, et donc il y a une nouvelle faune qui se fixe dessus, sans compter la faune microbienne qui synthétise ou qui digère le méthane de ces sorties. Alors, les résultats du projet MARA jouent sur plusieurs points. Déjà, dynamiser la gouvernance. Ils vont étudier les pressions, essayer de les réduire. Ils vont former les agents de l'OFB et puis sensibiliser le grand public. Et puis, ils ont des actions. Il y a une trentaine d'actions. J'en cite que 2. En Méditerranée, ils travaillent beaucoup sur les ancres des bateaux de plaisance. Ils vont supprimer ou interdire le mouillage par les ancres et remplacer par des bouées, avec des bouées dont toute la chaîne, la ligne de mouillage, ne frotte pas sur le fond. Donc c'est déjà très très bien pour les prairies zoostères. Et puis le deuxième exemple que je vais citer rapidement, c'est celui des coraux d'eau froide dans le golfe de Gascogne. Là, c'est Ifremer qui est responsable de ce projet et l'Ifremer a installé un observatoire pendant 4 ans sur une zone de coraux d'eau froide par 700 mètres de fond. Et la dernière mission a eu lieu en septembre. Les résultats sont un petit peu inquiétants. C'est que la partie la moins profonde de cette zone de coraux est menacée, non pas par la pêche profonde, mais par un gastéropode qui rentre en concurrence avec ces coraux. Et puis, par contre, la partie plus profonde, vers 1100-1200 mètres de jardin de corail, là, elle est saine. Donc ça, c'est un bon signe, mais il va falloir savoir pourquoi est-ce que ces coraux sont attaqués par des gastéropodes. Alors, la réalité, je vais vous en parler à travers un exemple. C'est le cas de Xiphia. Alors, qui est Xiphia ? Xiphia, c'est une baleine à bec de Cuvier, c'est une baleine femelle. Les baleines à bec, alors je ne suis pas du tout biologiste, donc je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent beaucoup mieux que moi. Les baleines à bec sont les baleines qui plongent, les meilleurs plongeurs de baleines. Ils peuvent rester plus de 2 à 3 heures au fond et atteindre presque 3000 mètres. Bon, ils sont les meilleurs plongeurs derrière Cap Gouffre Exploration quand même. L'autre point important à savoir, c'est que pour les cétacés, le sens primordial, c'est l'ouïe. L'ouïe leur sert à se déplacer, à se repérer, à se géolocaliser. Il sert à l'alimentation, aussi à leur protection contre leurs prédateurs. Ça sert à la reproduction, à l'éducation de leurs petits et à tisser le lien social dans le groupe des baleines. Donc l'ouïe, c'est le sens vraiment principal. Les cétacés sont capables d'entendre des bruits générés à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Alors ça paraît farfelu, mais transposer ça à la vision humaine, on est capable de voir la Lune. La Lune, c'est à 400 000 kilomètres. On est capable de voir la Lune s'il n'y a pas de nuages, s'il n'y a pas de masque. Les baleines, c'est la même chose. Ils sont capables d'entendre très loin s'il n'y a pas de bruit ambiant.
le bruit, le son dans l'eau de mer se propage 5 fois plus vite que dans l'air. Donc il y a une particularité, je ne vais pas les développer. Hein. Le trajet d'un son dans l'eau, ce n'est pas une ligne droite. Enfin bon, c'est très compliqué, mais les cétacés ont un besoin vital de leur audition. Et donc la pollution sonore peut être une simple gêne, comme un bruit dans une salle quand il y a un orateur qui parle, mais là vous êtes silencieux, c'est très bien. Ça peut être stressant, c'est le bruit urbain que subissent les gens des grandes villes, hein, avec les sirènes. Ça peut être handicapant, et puis ça peut être mortel. Et les pollutions sonores, quand on en parle, on pense au son continu. Le bruit marin, c'est surtout le bruit des moteurs ou le bruit des jet skis. Mais il y a aussi toute une catégorie de bruits qui sont beaucoup plus vicieux, ce qu'on appelle les sons impulsionnels. Alors vous les connaissez tous. C'est le son, par exemple, que font les sondeurs de pêche ou de plaisanciers ou de scientifiques ou les sonars. Alors, en fait, on ne les entend pas parce que souvent, ce sont des fréquences que l'oreille humaine n'entend pas. Mais les cétacés les entendent. Et puis, il y a d'autres systèmes qui génèrent du bruit impulsionnel. Hervé les a présentés. C'est les systèmes qu'utilisent les scientifiques pour faire des coupes dans les sédiments. Les scientifiques ou les industriels, le pétrole, la prospection pétrolière se fait à coups de sismique, avec des tirs, on appelle ça des tirs. Hein. Et puis, les militaires utilisent beaucoup, dans la lutte anti-sous-marine, utilisent beaucoup des sonars militaires avec un bruit qui ressemble un petit peu à ce qu'on entend tous les mercredis, tous les premiers mercredis du mois à midi, qui sont les sirènes de la sécurité civile. Mais il faut imaginer ça, imaginez une baleine qui est sur le toit à côté de la sirène. Voilà. Donc, je vais vous présenter des films pour vous présenter l'habitat de Zifia, qui vit préférentiellement dans les canyons et sur la marge, hein, les canyons et les talus. Donc ici sont ce qu'on appelle un jardin de corail qui tapisse les flancs des canyons. Et le canyon, vous savez que c'est une zone de mélange d'eau, il y a énormément de particules, de nutriments, donc il y a une vie très intense. Et les 3 espèces de coraux d'eau froide, en fait, fixent cette vie. Et c'est pour ça qu'on parle dans les canyons d'oasis de vie. Dans les canyons, alors, toutes ces vidéos ont été prises lors d'un projet européen qui s'appelle Corafish. Et là, on a un film en haut à gauche, on a un film extraordinaire de nos collègues irlandais où il y a eu une efflorescence de zooplancton. Toutes les petites, le petit krill là, qui est en train de vivre tourne au-dessus des jardins de corail. Et puis, le krill, c'est la nourriture préférée du calmar. Et le calmar, c'est la nourriture préférée des baleines à bec. Et donc, les baleines à bec adorent aller nager dans les canyons. Et puis, la dernière vidéo, elle est un peu plus triste, là, c'est que les canyons, parce qu'il y a les coraux, il y a de la vie, il y a du poisson, les canyons, surtout les flancs des canyons, sont aussi le lieu de pêche profonde. Et là, c'est les résultats des chaluts de fond où, en fait, tout est cassé. On voit les traces des panneaux, on voit les traces des funes et on voit des traces de ce que les pêcheurs appellent, qui est une chaîne qu'ils mettent devant leur chalut, qu'ils appellent le racasseur. Alors, depuis quelques années, la Commission européenne a interdit la pêche profonde en dessous de 800 mètres. Mais elle est toujours présente au-dessus de 800 mètres. Alors ça, c'est l'habitat de Zifia. Enfin, c'était l'habitat de Zifia, que Zifia, on l'a retrouvé échoué en février 2021 sur une plage de l'île de Ré. Et très rapidement, il y a toute une équipe qui s'est constituée pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu cet échouage. Alors, c'est une équipe, il y avait des scientifiques, je dirais, classiques. On travaillait en multidisciplinaire, mais on a ajouté des gens de domaines très différents. Il y avait des juristes, il y avait un historien et un philosophe des sciences, il y avait une vétérinaire spécialiste de la communication intuitive. Alors, c'est une méthode qui est un petit peu contestée par les scientifiques, mais qui s'approche de la télépathie avec les animaux. Donc ça peut faire sourire, mais ça a été très important pour nous. Pourtant, moi, je suis très rationnel. Hein, mais... Et puis, une sémiologue et un artiste photographe. Donc, une équipe disciplinaire qui a travaillé 2 ans et demi, on a publié dans Nature, Sciences et Société en 2023 le résultat, et je vais vous présenter un petit peu le résultat à la fois de notre enquête et puis des conséquences et des propositions. Alors, cette équipe, elle n'était pas issue de nulle part. Hein.
Elle fait partie de l'association Esprit de Vélox, qui est pilotée par François Fray, qui habite La Rochelle, et qui a 2 projets. Un projet très concret de grands navires océanographiques à 0 émission de CO2, et puis une volonté de faire la science différemment, en intégrant les disciplines et en mettant au cœur de la recherche le vivant. Et c'est pour ça que l'animal échoué, on lui a donné un nom, et elle s'appelle Zifia. Alors Zifia a fait la une de certains journaux. Heureusement, il y a eu une autopsie. Et l'autopsie nous a donné 2 informations. La date présumée de sa mort, entre 23 et 28 jours après son échouage. Et les lésions qui ont été constatées étaient tout à fait compatibles avec un accident dû à un son impulsionnel, c'est-à-dire un accident de décompression. On a fait tourner des modèles inverses de dérive en partant de l'arrivée. Et on a, avec les étoiles rouges, représente la zone potentielle de la mort de Zifia. Cette zone, elle est représentée sur une carte en détail. C'est typiquement la zone que vous avez vue en vidéo. C'est au large de Nantes, par entre 140 mètres et 4000 mètres de profondeur, où il y a des canyons. Et c'est sur l'éperon Follin. Ça, c'est un petit clin d'œil à Hugo et au Pays Basque et le musée de Cité de la Science et au gouffre, parce que Follin a été, en 1880, le premier homme à vouloir avoir fait des mesures pour chercher et découvrir le mystère du gouffre. Et puis, on a continué nos recherches, on a consulté la Marine nationale, on a consulté l'Ifremer, on a consulté d'autres organismes pour savoir quels étaient les bateaux potentiels dans cette zone à cette date-là. Et on a trouvé un seul navire capable aussi de faire du son. Et la chose la plus étonnante, c'est la zone bleue. C'est Zifia et le navire se trouvaient dans la zone bleue qui est l'aire marine protégée, mer Celtique et talus du golfe de Gascogne. Alors, le navire, c'est un navire militaire construit par Naval Group qui faisait des essais de sonar, des essais en mer, dont un sonar pour la lutte anti-sous-marine, et qui avait reçu l'autorisation de la préfecture maritime pour aller travailler dans cette zone. Bon, Naval Group ne suivait pas les procédures de réduction de bruit qui ont été établies par l'Ifremer depuis 2014, qui sont revues continuellement et qui avaient été repris par le ministère de l'Environnement de l'époque dans un guide pour préconiser des mesures à prendre. Bon. Naval Group ne savait pas que ça existait. La marine protégée, elle était proposée, elle était sur le papier, elle visait bien les espèces, alors principalement 2 espèces de dauphins, mais accessoirement le genre Ziphius, et elle ciblait bien la pression de la pêche en principal, mais aussi en pression secondaire, les exercices militaires. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que l'air marine n'était pas opérationnel, il n'y avait pas le document d'objectif, et il n'y a pas de comité de pilotage. Alors les propositions qu'on a faites, c'est de dire, qu'il faut responsabiliser tous les bateaux qui font du son, quand je dis font du son, qui produisent du son, en suivant simplement le guide du ministère de l'Environnement. Et dans le cas de travaux dans les aires marines protégées, qu'ils informent le comité de pilotage. La deuxième chose, c'est de renforcer la pertinence des aires marines protégées, et en particulier interdire les exercices militaires dans les aires marines protégées. Puis la troisième chose, c'est de faire en sorte que les préfectures maritimes coordonnent un peu mieux les travaux, tous les genres d'activités, y compris les activités de la défense. Alors, il y a eu des retombées positives. On a rencontré la préfecture maritime de Brest, on a rencontré la préfecture maritime de Toulon. Naval Group, qui avait accepté qu'une de ces personnes qui travaillent dans le service environnement fasse partie de notre groupe d'études. Donc, c'est déjà un plus. Naval Group donc, a modifié son protocole. Bon, ils ne l'appliquent pas entièrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est déjà un premier point. L'autre point, c'est que maintenant, l'AMP Talus Golfe de Gascogne est désignée depuis 2025. Il reste encore les 2 étapes, la mise en œuvre et la gestion. Alors, des accidents, des échouages de baleines suite à des exercices militaires, c'est très connu. Le plus connu, c'est un échouage d'une vingtaine de baleines, dont principalement des Ziphius, qui a lieu aux Bahamas. La marine américaine a été conduite devant un tribunal et a été condamnée. Et malheureusement, en 2024, c'est-à-dire l'année dernière, dans le sanctuaire Pélagos, entre la Corse et la France, on a retrouvé 3 baleines de Cuvier échouées, 2 en Corse, 1 en Italie, et qui étaient concomitants avec un exercice militaire
franco-italien. Et des plongeurs de Corse, qui étaient par hasard au large de Solonzara, avec un hydrophone, ont enregistré le son. Bon, je ne vous le passe pas, mais on l'a. Voilà. Et donc, à l'occasion de ce travail, moi, j'ai découvert une chose que j'ignorais complètement, c'est qu'il existe un code de l'environnement pour les civils, en temps de paix, et il existe un code de l'environnement pour les militaires en temps de guerre. Et donc, ça en vient à quasiment le dernier point, qui sont les aspects juridiques en mer, qui sont assez compliqués. Sur la terre, il y a la loi, c'est la même pour tous, théoriquement. Il n'y en a qu'une. En mer, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, qui gère, qui règle, qui définit les droits des États. Et ça se passe suivant différentes zones. La première, c'est la mer territoriale qui va jusqu'aux 12 000, où là, l'État a quasiment tous les droits. Sauf dans le cas de détroits, comme le Bosphore ou la Manche, où là, ce sont des eaux internationales, l'État côtier ne peut pas faire ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Après, il y a la zone économique qui va jusqu'aux 200 000, où là, l'État a certains droits, mais des conventions régionales de pêche, par exemple, comme la pêche au thon, la pêche à la baleine, ou des conventions régionales comme Barcelone pour la Méditerranée, OSPAR pour l'Atlantique Nord-Est, s'appliquent aussi. Donc là, il y a un mélange entre les lois du pays et des règles de conventions régionales là-bas. Je passe sous silence la zone contiguë qui va jusqu'aux 24 000, qui est propre à la pêche, parce que ce serait un petit peu compliqué. Après, la loi de Montego Bay permet à tout État côtier de revendiquer au-delà des 200 000, ce qu'on appelle l'extension du plateau continental ou l'extension de la C2, à condition de répondre à certains critères. Je ne vais pas vous les expliquer. Et c'est géré par une commission de l'ONU qui s'appelle la Commission des limites du plateau continental. Et la France va gagner à peu près 1,5 million de kilomètres carrés grâce à cette loi-là. Et sur cette extension du plateau continental, qui concerne que le sol et le sous-sol, l'État côtier a certains droits. Au-delà de l'extension du plateau continental, on est dans ce qu'on appelle la zone internationale pour le sol et le sous-sol. Et là, c'est une autre instance de l'ONU qui prend la main. C'est l'Autorité internationale des fonds marins qui gère les permis d'exploration et d'exploitation des ressources minérales. Dans la colonne d'eau, la limite, elle est aux 200 000. On est soit en Z2, soit en haute mer, les eaux internationales. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait que des conventions régionales ou interprofessionnelles, comme les comités de la pêche au thon, de la pêche à la baleine. Ça va changer avec ce qu'on appelle, avec l'acronyme BBNJ, qui veut dire Biodiversity Beyond National Jurisdiction, qui veut dire que c'est la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Et je vais en parler sur la prochaine diapo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la souveraineté d'un État côtier, elle décroît de la côte vers le large. Alors les protections, les cadres juridiques qui traitent le vivant, je vais en citer deux. Le protocole de Nagoya concerne les Z2, permet à un État côtier de protéger ses ressources vivantes, ses ressources génétiques, d'une part en lui permettant un contrôle sur les prélèvements génétiques qui sont faits. Chaque échantillon doit être traçable et les gens qui travaillent dessus doivent rendre des comptes à l'État côtier. Et le deuxième point, c'est que s'il y a une utilisation avec des retours financiers, par exemple, il y a un partage juste et équitable entre le tiers et l'État côtier. Ça, c'est Nagoya. Et ça s'applique. Chaque pays doit avoir un référent de l'accord de Nagoya. La France en a un. Et le deuxième accord, c'est celui dont je viens de parler, BBNJ, qui, lui, au contraire, traite des aspects du vivant dans la haute mer. Et donc reprend un petit peu les mêmes termes, avec un partage juste et équitable de l'utilisation des ressources génétiques, la mise en place de réseaux d'aires marines protégées. On parle d'aires marines protégées en haute mer avec un niveau de protection fort. Et puis après, il y a des obligations de faire des études d'impact s'il y a des activités polluantes et un transfert technologique et technique vers certains États. Et cet accord, il a été signé en 2023, mais il fallait qu'un certain nombre de pays le ratifient. Ça a été fait en septembre 2025 et il sera opérationnel, il entrera en vigueur en janvier 2026. Alors pour conclure, je voudrais revenir sur certains points. La France a publié il y a moins d'un an
dans le journal officiel un nouveau chiffre pour ces aires marines protégées, qui est de contribuer à l'objectif de couverture de 5% des eaux françaises métropolitaines à l'horizon 2030. Alors 5%, c'est déjà 100 fois plus de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est très bien. Mais c'est quand même 2 fois moins que ce qui avait été annoncé. Parce que ce qui était annoncé, c'était 10%. Donc là, on s'engage déjà à faire moitié moins de ce qu'on devait faire. Vous savez peut-être qu'en juin, à Nice, il y a eu la 3e conférence de l'ONU sur les océans, qui était co-organisée par le Costa Rica et la France. Et à cette occasion, il y a eu énormément d'engagements qui ont été pris, en particulier des engagements positifs sur la surpêche. Je ne vais pas en parler, je vais parler seulement de quelques-uns. Alors, à l'international, il y a un groupe de pays dont faisait partie la France qui s'est engagé à faire une pause sur l'exploitation des ressources grands fonds. Et ça, je pense que ce sera un sujet qu'on abordera probablement cet après-midi, parce que c'est quelque chose de très important. Il y a eu aussi un point sur la lutte contre la pollution sonore. Bon, ça, c'est du papier, parce que l'organisme qui va coordonner ces études, c'est l'OMI, c'est l'Organisation maritime internationale, donc ce sont les grands affréteurs. La France a profité de cette conférence pour annoncer des nouveaux chiffres. Alors, tenez-vous bien, 78% de la ZE en aire marine protégée, 78% des 11 millions de kilomètres carrés et 15% en protection forte. Alors, en 2026, donc dans 3 mois. Alors, comment on fait ce tour de passe-passe ? C'est simplement que le gouvernement polynésien a réitéré et va passer toute sa ZE en aire marine protégée. Alors, il faut voir qu'en Polynésie, la culture de la ressource, la préservation de la ressource, la culture de l'océan est primordiale. Donc il y a une vraie volonté du gouvernement polynésien de le faire. Après, est-ce qu'il y aura les moyens ? Ça, c'est autre chose. Et les 1,1 million de kilomètres carrés en protection forte, c'est déjà 10% de la ZE. Donc on a nos chiffres. Donc un effet d'annonce va faire qu'on va être les champions du monde des zones, des aires marines protégées, au moins sur le papier. Alors, effectivement, on dépasse au global les 10%, on dépassera les 10%, mais comme la France n'est toujours pas engagée à travailler par bassin océanique, on aura toujours des zones qui seront sans protection forte. Et donc, je pense que vous avez compris ma réponse à la question que j'ai posée au début, c'est que pour l'instant, je considère que c'est quand même un effet d'annonce. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. C'est pour ça que j'ai cité le travail de l'OFB avec Abissa et avec certains d'entre nous sur le canal de Cap-Breton. Il faut qu'on se batte pour qu'il y ait des aires marines protégées qui soient efficaces. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.